Bonsoir et bienvenue à ce nouveau live de la Ligue vaudoise contre les cancers. Vous pouvez trouver les enregistrements précédents sur notre site internet lvc.ch et sur notre chaîne YouTube. La croissance de certains cancers peut être stimulée par les hormones chez l'homme et chez la femme. Et donc, dans les cas des cancers hormonosensibles, il arrive que l'hormonothérapie soit un traitement prescrit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hormonothérapie avec le docteur Didier Jalut, oncologue et directeur médical du réseau lausannois du sein. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir répondu à notre appel. Bonsoir, merci à vous de m'accueillir. Et à ma gauche, Claire Alamont, ex-patiente et membre de l'association Savoir Patient qui a vécu les traitements de l'hormonothérapie. Bonsoir madame, merci de nous accorder ce temps. Bonsoir. Et surtout, merci à vous d'organiser ce genre de live. Je pense que c'est très utile pour les patients de pouvoir, en cette année un peu particulière, de ne pas se retrouver complètement isolés, mais de pouvoir avoir quelques liens avec vous et les soignants. C'est précieux. Bravo. Merci beaucoup. En tout cas, c'est nous qu'on est contents de vous avoir aujourd'hui avec nous. Deux petits mots aux spectateurs qui nous suivent en direct. N'oubliez pas de poser vos questions sur Facebook et, si possible, de partager ce live avec votre réseau afin d'arriver au maximum de personnes possibles. Alors, docteur, qu'est-ce que c'est l'hormonothérapie et de quoi il s'agit ces traitements? Alors, l'hormonothérapie est un traitement, comme vous l'avez dit, on l'utilise pour le cancer de la prostate, mais surtout pour le cancer du sein, en ce qui nous concerne. Et c'est un traitement qui va concerner toutes les femmes qui ont une tumeur qui a des récepteurs hormonaux à la surface des cellules. Désolé de cette parenthèse un peu technique, mais c'est important. Tous les cancers du sein ne sont pas hormonosensibles et l'hormonothérapie ne s'applique que et uniquement aux tumeurs hormonosensibles, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des cancers triples négatifs dont on entend parfois parler. Et à partir du moment où les femmes ont une tumeur hormonosensible, à un moment donné ou à un autre de leur parcours de soins, elles vont se voir prescrire une hormonothérapie. Cette hormonothérapie étant presque tout le temps une pastille à prendre tous les jours, presque tout le temps parce que parfois cette pastille à prendre tous les jours, notamment pour les femmes plus jeunes, s'accompagne d'injections pour annihiler la production d'hormones ovariennes. Donc c'est un traitement, l'hormonothérapie en réalité est un traitement anti-hormones et c'est une confusion qu'il faut maintenant préciser d'emblée. L'hormonothérapie, on devrait toujours parler d'anti-hormonothérapie. Parce qu'il bloque l'activité des hormones, c'est ça? Vous avez parlé de pastilles, d'injections, si j'ai bien compris. Comment il s'agit exactement? Alors précisément, il y a deux mécanismes d'action. Le médicament le plus ancien, qui est le tamoxifène, empêche les hormones que l'on a dans le sang, y compris après la ménopause, parce que après la ménopause, les patientes ont quand même un taux d'estradiol fabriqué par d'autres voies dans l'organisme. Donc le tamoxifène va bloquer en aval l'utilisation des hormones féminines. Et donc ça, c'est le plus ancien. On l'utilise toujours, il est toujours très, très efficace. Et on a une autre classe de médicaments qui sont un peu plus abondamment prescrits, à peine plus efficaces, mais avec un autre profil d'effet secondaire. Et c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'aromatase. Et ces inhibiteurs de l'aromatase empêchent la formation d'estradiol. Donc, on les donne, ces inhibiteurs de l'aromatase, seulement aux femmes après la ménopause pour empêcher que leur corps utilise les hormones surrénaliennes pour fabriquer de l'estradiol. Et ainsi, on assèche totalement la production d'hormones féminines chez les femmes post-ménopausées. Ou alors, c'est à ça que je faisais allusion, pour des femmes plus jeunes qui ne sont pas en ménopause, on peut les mettre en ménopause avec les injections
et leur donner en plus ces inhibiteurs de l'aromatase. Alors, on peut dire peut-être qu'il y a plusieurs types d'hormonothérapie. Il y a plusieurs types d'hormonothérapie, oui, clairement. En gros, il y a deux classes principales, ces inhibiteurs de l'aromatase et le tamoxifène. Et la discussion peut être beaucoup plus compliquée si on veut aller plus loin, parce que là, on parle typiquement en ce moment d'hormonothérapie. Je suis en train de parler d'hormonothérapie adjuvante, mais il y a encore tout un autre chapitre qui concerne les hormonothérapies dites palliatives ou en phase métastatique. Et je dis dites palliatives parce que ce terme n'est pas forcément bon avec les progrès qu'on a fait ces dernières années. On arrive à maintenir sous hormonothérapie des patientes. J'ai une patiente, ça fait 20 ans cette année, qu'elle est sous hormonothérapie pour une maladie métastatique qu'on ne voit par ailleurs plus du tout sur la radiologie actuelle. Donc, l'hormonothérapie pour les phases métastatiques est une hormonothérapie plus compliquée pour laquelle on peut encore faire intervenir d'autres médicaments et d'autres molécules, d'autres injections et d'autres nouveaux médicaments. Mais je ne voudrais pas non plus peut-être trop alourdir le propos. D'ailleurs, peut-être, je vais quand même faire une remarque à ce sujet. Une de ces nouvelles molécules est actuellement utilisée depuis cette année en adjuvant comme autre arme thérapeutique pour les femmes jeunes qui ont des cancers qui n'ont pas bien répondu à la chimiothérapie. Donc ça évolue dans le bon sens. Du coup, j'ai bien compris qu'il y a des avancées scientifiques positives. Je me tourne vers vous, Madame Alamont. Vous avez vécu les traitements de l'hormonothérapie. Comment vous avez arrivé à ces traitements et comment vous l'avez vécu? Oui, alors moi déjà je l'ai rebaptisé parce qu'en fait c'est vraiment des anti-hormones. À l'époque ça m'a été présenté comme quelque chose d'anodin. Je sortais de l'isolement en chimiothérapie et voilà, c'était une petite pastille que je prendrais le matin, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Et paradoxalement, ça m'a un peu anéanti parce que ça m'a été présenté comme quelque chose d'anodin et finalement je ne l'ai pas trouvé si anodin. À un moment donné, je me suis dit c'est juste ma tête, j'y arrive pas. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir 100 ans, mes genoux ne fonctionnent plus, ça envahit le sommeil. La libido, ben, j'en parlerai même pas, c'est vraiment, on tire la prise et c'est terminé, quoi. C'est vraiment surprenant. Alors le fait de ne pas avoir été prévenu, vous me direz, j'aurais pu visiter Internet ou consulter de la littérature. Je ne l'ai pas fait, j'ai juste voulu faire les traitements qui m'étaient prescrits de A à Z en m'encourageant. Mais c'est vrai que l'hormonothérapie, ça m'a piégée totalement. Parce qu'en fait, c'était une évidence que ça serait quelque chose d'anodin et ça ne l'a pas été. Et ça m'a beaucoup, beaucoup surpris. Je me suis vraiment à un moment interrogée. Ça m'a conduit chez le psy ou les psys parce que voilà, ça dure, les anti-hormones. Donc, j'ai mal fait face à ce traitement-là parce que je voulais à tout prix le prendre, contrairement à beaucoup de mes collègues de l'association qui sont juste... elles ont décidé, voilà, par facilité de laisser sur l'ordonnance les anti-hormones. Donc, l'oncologue les prescrivait. Elles allaient soit les chercher à la pharmacie et en faire profiter les rivières, ou... voilà, elle ne retirait même pas les anti-hormones à la pharmacie, c'était à option. Et je pense que dans ce sens-là, on a fait d'énormes progrès parce qu'on essaye maintenant d'en parler.
la patiente sait vers quoi elle va, en admettant que chaque patiente va réagir différemment, c'est évident. Mais en fait, je pense que d'être prévenu que ça a des effets, c'est un net avantage que d'aller là-dedans comme si j'allais prendre un bonbon. Moi, dans ma tête, c'était ça. Et alors, j'ai été vraiment très, très surprise. Et ça n'était pas la bonne méthode pour moi. Mais les choses changent dans le bon sens. Je pense que les oncologues échangent, parlent plus, donc la patiente sait vers quoi elle va de manière plus logique, puisque c'est un traitement finalement de longue durée. Une jeune patiente... Vous l'avez fait pendant combien de temps? Moi, 5 ans, et j'ai mis dans la poubelle la dernière pastille symboliquement. Je rêvais de faire ça pendant très longtemps. Mais voilà, j'ai suivi scrupuleusement ce traitement parce que ça me paraissait une évidence. Je n'avais pas été diagnostiquée et je me disais, voilà, si je fais tout bien, je cumule les chances. Mais c'est vrai que mes genoux s'en sont jamais vraiment remis. Les genoux, un ensemble de choses. Ça fait combien de temps que vous avez fini ces traitements? Oui, alors c'était il y a très longtemps. C'était il y a 20 ans. Le docteur a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Je me redirige au docteur parce que je vois que sur Facebook, on a une question. Bonsoir, quelles sont les différences des effets secondaires entre le tamoxifène et les inhibiteurs de l'aromastase? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste, Claire, te remercier. Et sans parler de qui t'a prescrit cette hormonothérapie, évidemment, c'est vrai qu'heureusement, les choses ont bien changé maintenant. Moi, je prévois même une consultation spéciale pour pouvoir parler uniquement de l'hormonothérapie. Et j'explique parfois à des collègues lors de conférences que l'hormonothérapie, pour certaines patientes, est pire que la chimiothérapie. Et ça, c'est un fait. Et il y a une autre chose qui est un fait, c'est que certaines patientes ne sont médicalement pas aptes à recevoir une hormonothérapie à cause des effets secondaires qui sont parfois épouvantables. Donc, bravo à toi d'avoir réussi à la tenir jusqu'au bout. Pour répondre à la question, inhibiteur de l'aromatase et tamoxifène, alors bien sûr c'est schématisé parce qu'en fait ces deux médicaments ont quand même un peu les mêmes effets secondaires. Les deux peuvent faire des bouffées de chaleur. C'est clair que c'est pas systématique. Là on va parler d'effets secondaires qui ne concernent somme toute que 20 à 30% peut-être des femmes. C'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui les prennent comme des bonbons, ce que c'était pas le cas pour toi, Claire. C'est pas des haribots, mais certaines patientes, malgré tout, n'ont pas d'effets secondaires. Les pauvres qui ont des effets secondaires, ça sera donc facilement des bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, c'est un effet secondaire qui peut être redoutable avec tout ce que ça implique sur la vie affective et sexuelle, diminution de la libido également. Les douleurs articulaires, c'est valable pour les deux drogues différentes. Si on veut maintenant séparer un peu les effets secondaires, les inhibiteurs de l'aromatase font un peu plus d'effets articulaires et ostéomusculaires. C'est un peu plus important avec ceux-ci, de même que la diminution de la libido également est plus importante avec les inhibiteurs de l'aromatase. Pour le reste, fatigue, céphalée, ça c'est un peu commun aux deux médicaments. Et alors il y a une grosse différence qu'il faut savoir, c'est que les inhibiteurs de l'aromatase ne sont pas bons pour l'os et peuvent provoquer une ostéoporose. Donc on doit les donner systématiquement avec du calcium et de la vitamine D et on doit systématiquement aussi faire un bilan osseux avant ou en tout cas au début du traitement pour pouvoir suivre la densité osseuse au fil du traitement. Le tamoxifène, quant à lui, n'est pas mauvais pour l'os, il est même bon pour l'os au niveau du squelette axial, des vertèbres. Par contre, le tamoxifène a des effets secondaires sur l'utérus,
que n'a pas l'inhibiteur d'aromatase. Et ces effets secondaires, c'est que l'intérieur de l'utérus, l'endomètre, peut s'épaissir avec le temps. Et il faut vraiment contrôler ça, parce que si on ne le fait pas, il y a eu des cas de cancer de l'endomètre qu'on doit évidemment clairement éviter. Et puis, dernière chose, le tamoxifène provoque également, c'est rare, mais c'est connu quand même, des thromboses veineuses. Et qui dit thrombose veineuse peut dire embolie pulmonaire et issue fatale dans certains cas. Voilà en gros pour les effets secondaires. Tous ces effets secondaires peuvent être diminués avec l'activité physique. Merci beaucoup, docteur. On va revenir sur les effets secondaires et comment on peut les diminuer. Mais je profite à l'instant pour vous exprimer. Il y a une personne sur Facebook qui, en effet, nous fait parvenir que l'hormonothérapie est très dure et il nous demande quoi faire après 18 kilos de prise de poids et plus de libido sur une femme de 44 ans. Est-ce qu'on peut arrêter l'hormonothérapie? Alors, c'est difficile pour moi. Je ne peux pas dire oui, il faut ou on peut l'arrêter, parce que évidemment, c'est quelque chose à discuter avec l'oncologue. C'est clair que si cette hormonothérapie a été proposée pour une toute petite tumeur sans atteinte ganglionnaire, évidemment qu'il faut l'arrêter, qu'il aurait même fallu l'arrêter peut-être avant. Tout dépend de l'amplitude du bénéfice qu'on espère. S'il s'agissait au contraire d'une tumeur avec 4 ganglions métastatiques et qui mesurait 4 cm au moment du diagnostic, de grade 3, enfin une tumeur un peu effrayante, alors là, c'est un peu plus délicat de l'arrêter, puisque le pronostic de survie à moyen terme risque d'être moins bon. Mais il faut en tout cas en discuter avec l'oncologue pour trouver d'autres moyens, changer d'hormonothérapie. Et on ne peut pas effectivement continuer comme ça à 44 ans, à n'importe quel âge d'ailleurs. Il faut quand même, il n'y a pas que la quantité, mais il y a la qualité de vie qui compte aussi. Merci beaucoup, parce que pour être clair, quels sont les bénéfices de l'hormonothérapie? C'est dans la prévention pour éviter une récidive. Est-ce que c'est vraiment efficace comme traitement? Oui, alors l'efficacité a été prouvée à de multiples reprises, évidemment. Alors, il y a encore une fois, tout dépend du stade initial de la tumeur et de la présence ou non de ganglions. Pour des petites tumeurs sans atteinte ganglionnaire, la prise d'une hormonothérapie pendant 5 ans ne change pas beaucoup le pronostic. Pour certaines femmes, on donne des hormonothérapies pendant 5 ans qui vont améliorer les chances de survie de 0,5 ou 1%, pas plus. C'est vraiment très peu de choses. Et pour ces femmes-là, effectivement, ce n'est pas légitime d'insister et de leur dire qu'elles doivent absolument prendre ce genre de médicaments. De toute façon, nous, en tant qu'oncologue, on est là pour conseiller, pour faire un projet thérapeutique, et c'est à la patiente de l'avaliser en fonction de ce qu'elle ressent. Dans votre cas, est-ce que le traitement il était si douloureux parfois que vous avez voulu d'arrêter les traitements? Non, alors j'étais fermement décidée de le continuer. Voilà, j'avais pas eu un parcours très soft, hein. Et donc, je m'étais dit que voilà, ça augmentait quelque peu mes chances. Ça m'a convaincue dès le départ d'insister. Mais c'est une vraie énergie d'arriver à banaliser la prise de poids, l'essoufflement. Le docteur a mentionné quelques effets secondaires, mais quels sont les vôtres? J'étais dans la version sportive, enfin, j'ai sauté du coq à l'âne, je veux dire. De 47 kilos, je suis arrivée à près de 90 kilos à un moment donné. Donc c'est juste énorme. Jamais je suis arrivée à me reconnaître vraiment entre ces deux variantes un peu extrêmes. Donc c'est très difficile. Le fait de perdre la qualité de sommeil aussi, avec les bouffées de chaleur qui sont réparties sur les 24 heures de la journée, ça perturbe beaucoup sur la durée. Au début, on se dit, c'est pas grave, je récupérerai demain.
mais demain, la nuit suivante, c'est pareil. Donc c'est des petites tranches de sommeil. Et après 50 minutes, moi j'avais des problèmes cardiaques, donc à nouveau réveillé, en s'essuyant à nouveau, on repart dans un sommeil, mais c'est des espèces de tranches de sommeil qui n'ont aucune qualité. Je ne connaissais pas ça, j'avais beaucoup de chance. Je dormais tout à fait normalement. Donc toutes ces choses qui s'additionnent sont assez lourdes sur la durée. Mais voilà, j'ai décidé de faire avec, hein, il n'y a pas de problème avec ça, mais ça perturbe beaucoup. La qualité de vie est nettement péjorée. Alors moi, l'avantage que j'avais par rapport à une femme qui a un conjoint, des enfants à la maison, c'est que mes sautes d'humeur, il n'y a que moi qui en profitais. Donc c'est parfait. Mais voilà, je pense aux femmes qui doivent faire face toute la journée et la soirée en rentrant, en essayant d'être à l'écoute et tout. Je leur ai toujours tiré mon chapeau parce que c'est très perturbant comme traitement. Et surtout, comme c'était présenté comme quelque chose d'anodin, je me rappelais toujours de ça en me disant, mais il n'y a que moi qui ai dérapé, on ne va pas en faire un plat. Alors qu'après, j'ai réalisé que ça concernait, à travers l'association Savoir Passion, j'ai réalisé que 85% environ des femmes sont sous anti-hormones. On peut s'imaginer que ça représente un grand nombre de femmes quand même. Et donc, voilà, la majorité était très perturbée par ce traitement. Vous avez nommé plusieurs effets indésirables de l'hormonothérapie. Oui. Et en faisant suite à quelques questions que je vois sur Facebook, j'ose demander au docteur comment gérer ces effets. Est-ce qu'on peut les diminuer? Il y a des solutions médicamenteuses aussi? Alors, la première des choses, c'est vraiment l'activité physique. C'est ce qui permet le plus d'éviter, de diminuer les effets secondaires, et c'est scientifiquement prouvé. On devrait vraiment insister là-dessus, ce d'autant plus que l'activité physique, par ailleurs, augmente les chances de guérison et diminue celles de récidive et améliore la qualité de vie. Maintenant, l'acupuncture parfois fonctionne, et d'un point de vue médicamenteux, ce qui est le plus efficace, mais on hésite en général à le proposer et les patientes à le prendre, c'est les antidépresseurs ou de la classe des antiépileptiques. Et ça, c'est des médicaments qui sont très efficaces, mais c'est vrai que s'il faut prendre des antidépresseurs pour supporter une hormonothérapie de 5 voire de 10 ans, c'est pas fantastique comme manière de procéder. Donc, on a peu de médicaments qui diminuent réellement ces bouffées de chaleur. C'est plutôt une approche comportementale, de réflexologie aussi, de yoga, de méditation. Ce sont des outils d'autogestion, si j'ai bien compris. L'acupuncture aussi, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui nous pose la question, peut améliorer la qualité de vie suite à la prise d'hormonothérapie. Est-ce qu'il y a des retours positifs des patients par rapport à l'acupuncture? Oui. Alors, il ne faut pas non plus imaginer que c'est la panacée. Évidemment, il y a des gens chez qui ça ne marchera pas, comme toujours avec l'acupuncture. Mais c'est vrai qu'on a des résultats. Il y a des revues scientifiques également qui reflètent cette activité démontrée de l'acupuncture. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Moi, je le propose assez systématiquement. Typiquement, en plus, quand on n'arrive pas à juguler ces effets secondaires avec l'activité ou du yoga, du pilate ou ce genre de choses. Mais si j'ai bien compris, l'activité physique est l'élément principal pour gérer les symptômes ou les effets indésirables de l'hormonothérapie.
Dans ce sens-là, je voulais juste prendre un second pour dire que la Ligue vaudoise contre les cancers offre des activités collectives, notamment sur l'activité physique adaptée, où tous les patients et leurs proches peuvent s'en bénéficier. On a aussi un outil, Je me bouge pour la santé, qui collecte toute l'offre du canton de Vaud sur l'activité physique adaptée, centralisée sur un site web. Et du coup, c'est des outils que les patients peuvent utiliser pendant l'hormonothérapie pour commencer à bouger et diminuer ces effets indésirables. On a parlé beaucoup des femmes et notamment du cancer du sein, mais on parle maintenant des hommes. Est-ce qu'il y a les mêmes... pour les hommes, il y a aussi l'hormonothérapie. Pour certains cancers hormonosensibles, ils ont les mêmes effets secondaires? Malheureusement, j'ai pas bien entendu, hein. J'ai eu beaucoup de coupures de son venant de chez vous. Il n'y a aucun souci. Je répète la question. Je disais qu'on a parlé des femmes, mais pour les hommes, est-ce qu'ils ont les mêmes effets secondaires par rapport à l'hormonothérapie? Pour le cancer du sein, Pour les hommes, pour les cancers oui, hormonosensibles pour de la les hommes. prostate. Ok, je faisais la précision puisque, comme vous le savez, 1% des cancers du sein surviennent chez l'homme et on va les traiter la même chose. Pour ce qui est des hommes, ils peuvent avoir les mêmes effets secondaires. En général, ils sont quand même un peu moins marqués puisqu'ils ont encore la production de testostérone. Par contre, les hommes, quand il s'agit d'une hormonothérapie ou anti-hormonothérapie dans le cadre d'un cancer de la prostate, ils peuvent avoir des effets secondaires assez semblables, en tout cas les bouffées de chaleur. Ils peuvent avoir aussi des gynécomasties, donc les seins qui deviennent un peu plus grands, des sudations profuses et également une prise de poids, et notamment une prise de poids au niveau du ventre abdominal qui peut être très gênante également. Les douleurs articulaires sont un peu moins prononcées chez les hommes sous hormonothérapie que les femmes. Cancer prostate ou cancer testicule, c'est des cancers aussi qui peuvent être traités par l'hormonothérapie. Le cancer de la prostate est typiquement toujours traité par une hormonothérapie. Elle est parfois très courte quand on fait juste des rayons ou une chirurgie. On associe des fois juste 6 mois d'injection, mais la plupart du temps, on part pour plutôt 1 an ou 2 ans d'hormonothérapie. Et puis alors pour les formes métastatiques, métastasiées, à ce moment-là, on est parti pour une hormonothérapie tout au long de la vie, en fait, avec une castration chimique et des anti-hormones, avec leur lot d'effets secondaires. Mais encore une fois, les effets secondaires chez l'homme sont quand même moins désastreux et délabrants que chez la femme. Je me tourne vers vous, madame. Vous avez dit que vous avez eu des douleurs articulaires. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour diminuer les effets secondaires de l'hormonothérapie quand vous avez vécu ces 5 ans de traitement? Alors, très honnêtement, pas assez de choses annexes qui auraient pu m'aider. Le problème est que de sauter d'une condition physique tout à fait performante, hein, j'ose le mot, de se retrouver dans cette métamorphose où j'avais l'impression d'avoir pris 100 ans en une année de traitement. J'ai juste un peu serré les dents, mais en fait, c'est vrai que l'acupuncture pouvait être une aide pour moi, mais comme j'avais des érésipèles aux bras et aux jambes, c'était difficile d'arriver à un résultat optimal avec de l'acupuncture, pour être honnête, même si je crois fermement à ce traitement-là pour d'autres patients. Hein, je suis convaincue qu'il y a des effets salutaires. Mais alors, retrouver mon énergie pour le sport, la salle de fitness et tout ça, c'était hyper laborieux parce que j'avais des problèmes cardiaques et il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. J'en étais surprise moi-même de ces deux variantes, de passer de quelqu'un qui peut bouger à quelqu'un qui
bouge avec grande difficulté comme un vieillard. C'est déconcertant, hein, je veux dire. J'ai essayé de ne pas m'atteindre moralement de ce constat, mais j'ai trouvé ça assez violent. C'est ce qui m'a paru le plus compliqué dans l'après-traitement. On revient encore une fois à l'importance de l'activité physique adaptée J'y crois tout à fait. pendant les traitements, Oui. et avant, pendant et aussi après pour Oui. revenir un petit peu à la normalité, on va Voilà, dire. pour ne pas perdre autant sur un court laps de temps Exactement. comme ça. Mhm. Oui, j'y crois beaucoup, alors c'est important, vraiment important. Docteur, période Covid nous oblige à la question, est-ce qu'on peut poursuivre son traitement tamoxifène pendant un traitement anti-Covid? Est-ce que c'est compatible? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez traitement anti-Covid? Ça m'intéresse. Je demandais par rapport si c'est compatible pendant qu'on a l'hormonothérapie d'avoir par exemple les vaccins maintenant contre les Covid. Est-ce qu'il y a des effets Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a pas de problème. Aucun problème, aucun problème. Allez tous. Non, allez tous vous faire vacciner, je vous en conjure. D'accord, alors le message il est clair, il n'y a aucun souci de se faire vacciner, d'avoir l'hormonothérapie en même temps. C'est important de se faire vacciner maintenant. Question plus large, est-ce qu'il y a des interactions possibles avec d'autres médicaments concernant l'hormonothérapie? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Classiquement, le tamoxifène ne fait pas bon ménage avec toutes les classes d'antidépresseurs. C'est peut-être le plus important à signaler. Et puis alors ensuite, il y a des interactions bien évidemment multiples. Il faut qu'on tienne compte des différentes pathologies des patients, évidemment, un patient diabétique ou qui a des problèmes cardiaques, de coagulation, mais principalement le gros point qui nous concerne, c'est surtout les médicaments antidépresseurs. Le reste, c'est à gérer un peu au cas par cas. Dernière question sur Facebook, je profite, on arrive au terme de notre rendez-vous. Est-ce qu'on peut proposer des pauses d'hormonothérapie? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, c'est une superbe dernière question parce que je voulais justement y arriver. Les pauses d'hormonothérapie, on peut les faire typiquement quand une femme a un désir de grossesse, parce que c'est des choses qui arrivent parfois, et on peut faire une pause et reprendre après. C'est difficile. Par ailleurs, une femme qui a trop de difficultés avec son hormonothérapie, eh bien parfois le plus important, c'est d'en parler avec son oncologue. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle, et c'est bien mieux d'en parler avec lui plutôt que de jeter les pastilles à la rivière, c'est ce qui est d'ailleurs écologiquement scandaleux. Donc il faut en parler, et on peut faire un deal, un arrangement parfois, scientifiquement d'ailleurs déjà démontré également, de faire des pauses de temps en temps, et parfois de faire pour certaines patientes une pause, notamment en été, pour leur permettre de retrouver un peu du souffle et une qualité de vie et de pouvoir continuer un peu plus long cette hormonothérapie si elle est vraiment nécessaire. Et on revient encore au Covid, je vois une question. Est-ce que les personnes qui suivent un traitement d'hormonothérapie sont prioritaires pour le vaccin? Non. Non, d'accord. Alors je vois que... Non. Il faut laisser la place à ceux qui en ont plus besoin. D'accord, ok. Du coup, voilà, on arrive au terme de notre rendez-vous, malheureusement. Je voudrais juste vous poser toute une dernière question. Madame, quelles recommandations vous donnerez aux personnes qui suivent ou qui vont suivre un traitement d'hormonothérapie aujourd'hui? Non, alors recommandation, je me garderai bien de ce mot-là. J'ai juste l'envie, parce que voilà, les personnes qui peuvent faire des recommandations et des explications, ça reste les soignants. Moi, j'ai juste à partager avec les patientes futures, puisque malheureusement il y en aura, l'idée que il faut profiter de cette ouverture. Les soignants sont à notre écoute. On ne compare pas ce que j'ai traversé. C'est une autre époque. Maintenant,
il y a un chemin qui peut se parcourir, je dirais, dans de meilleures conditions, c'est-à-dire qu'on échange avec le médecin et, comme dit le docteur Jalus si bien, la patiente est partie prenante. Donc, elle peut choisir d'aller de l'avant avec le traitement proposé ou pas. Et ça améliore sa qualité de vie, mais aussi son psychisme. Parce que, en fait, le fait d'avoir une liste de choses à faire, de traitements à faire, sans explication, j'ai trouvé ça, pour ma part, un peu dévastateur. L'information est importante. Oui, très importante. Elle est là maintenant. Oui, donc, heureusement. C'est on a plus d'informations, on en parle plus. Et c'est vraiment, positif. C'est une très bonne chose. Et pour vous, docteur, quel est le message à retenir de cette discussion de l'hormonothérapie? Alors, la même chose que Claire, le dialogue, la confiance réciproque, il faut vraiment bien pouvoir dialoguer. Et peut-être que savoir que le mot de la fin, c'est la patiente qui l'a. Et quoi qu'elle décide, la patiente, pour autant qu'on ait bien discuté avec elle, pour autant qu'elle ait bien été informée, la patiente ou le patient a toujours raison. Alors, merci beaucoup, Dr Jalus, Madame Alamont, pour répondre à nos questions aujourd'hui. Nous vous remercions de tout cœur d'être là avec nous. Et aux spectateurs, à tout bientôt, à jeudi pour un autre live, comme toujours à 18h. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.